Alors bonjour, je vous retrouve donc pour un nouveau podcast Demain Lab. Comment rêver demain pour avoir un monde meilleur et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour pouvoir avoir ce monde meilleur? Alors vraiment, je suis très contente aujourd'hui d'accueillir Vincent Bertrand, maître de conférence à l'Université de Lorraine et géographe, qui va justement nous parler de la transition énergétique. Comment on peut intégrer dans toutes nos décisions quotidiennes, je dirais, faire en sorte qu'on passe cette transition énergétique pour qu'on soit dans un monde meilleur. Alors, bienvenue Vincent. Bonjour Stéphanie. Alors, j'aimerais que tu nous dises un peu, qui es-tu? Alors, je suis donc géographe, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Je suis responsable d'un master qui s'appelle TRAM, Transition et Aménagement. Je suis également responsable d'un diplôme d'université en formation continue pour les agents de la fonction publique territoriale, qui s'appelle EDUTER, Économie, Aménagement durable des territoires. Et ça fait maintenant 20 ans que je forme des étudiants, des élus, des agents territoriaux à la transition, au développement durable, et à un aménagement et un développement économique alternatif, différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Wow, écoute, en tout cas, extraordinaire. J'aime vraiment ça. Puis justement, avec cette transition énergétique, je dirais, comment toi tu rêves demain? Comment peut-on rêver demain avec cette transition énergétique? Eh bien, dès maintenant, on sait qu'on peut imaginer un demain sans gaz, sans pétrole, sans charbon, sans nucléaire, Sérieux? sérieux, tout en vivant mieux qu'aujourd'hui. C'est Oh, pas de la OK. décroissance. Ah, ça serait même pas de la décroissance, donc on pourrait vivre aussi bien qu'en ce Mieux, moment, même mieux en faisant cette mieux qu'aujourd'hui. transition. Oui. Oui, parce qu'on n'aurait plus de pollution, on n'aurait plus de désagréments, on aurait beaucoup moins de conflits géopolitiques. Il y a toute une série, on aurait beaucoup moins de soucis économiques et financiers. Il y a un impact derrière cette transition, mais qui est extraordinaire pour la qualité de vie de l'ensemble de l'humanité. Wow. Puis tu me parlais justement de l'acronyme TEPOS. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a depuis une dizaine d'années, officiellement, il est apparu donc TEPOS, ce sont des territoires à énergie positive. Alors, comme leur nom ne l'indique pas, justement, ces territoires à énergie positive sont 100% renouvelables. Donc, ils n'ont plus de D'accord. gaz, plus de charbon, plus de pétrole, pas de nucléaire, uniquement des énergies renouvelables. Ce qui paraît totalement fou, utopique, impossible, Oui. alors que c'est parfaitement possible. À titre d'exemple, pour se rendre compte un peu du potentiel d'énergie renouvelable dont on dispose, rien que l'énergie solaire nous envoie 8 à 10 000 fois nos besoins chaque année. Donc, en prenant un 8 millième de l'énergie solaire, on pourrait satisfaire tous nos besoins énergétiques. Wow. OK. Bien sûr, limite, on va dire, on ne pourra pas couvrir de panneaux photovoltaïques la surface suffisante ou d'éoliennes, mais il n'y a pas qu'une seule source d'énergie, il n'y a pas qu'une seule façon de la collecter d'un territoire à l'autre. C'est ce que font les TEPOS aujourd'hui. Ils cherchent la meilleure solution pour satisfaire leurs besoins en fonction des ressources disponibles sur leur territoire. Et ils sont engagés dans une démarche très forte qui demande de repenser leur façon de s'organiser, leur façon de structurer leur territoire. Puis tu disais aussi que c'est pour avoir l'autonomie énergétique. C'est Alors, vraiment ça aussi. c'est un élément très très important, c'est que aujourd'hui on est dans une interdépendance qui touche, je dirais, qui nous fragilise et qui, dans la crise du Covid, a été montré comme étant quelque chose d'extrêmement dangereux, puisque c'est bien d'être interdépendant au niveau mondial, mais si on a le moindre problème de transport ou d'énergie ou là de crise sanitaire, eh bien on se retrouve avec des pénuries et des pénuries de Hmm. première nécessité. Donc c'est quelque chose de délicat et de dangereux. Or, depuis maintenant plusieurs décennies, un certain nombre de territoires ont compris ce risque pour des questions d'environnement, mais aussi des questions de sécurité stratégique, et se sont dit, eh bien, comment satisfaire nos besoins en énergie qui vont grandissant euh, sans dépendre de, des conditions géopolitiques ou des conditions de transport ou des conditions économiques à échelle planétaire. Et tu as un exemple justement par rapport à ça qui est fort intéressant, que ça fait des années qu'ils travaillent Alors, là-dessus. il y a un des territoires, un des pionniers dans la démarche en Europe, c'est le territoire du Fort Albergue,
qui est un petit land caché dans les Alpes, entre la Suisse, collé à la Suisse, et qui appartient à l'Autriche, et qui dans les années 50 était le land le plus pauvre d'Autriche. Et puis depuis qu'il s'est engagé dans cette démarche dans les années 60-70, c'est devenu aujourd'hui le land avec le PIB par habitant le plus riche d'Autriche. Donc il voit aujourd'hui les effets de sa stratégie. Et des territoires de ce genre à l'échelle, ne serait-ce que de l'Europe, il y en a plus de 400. Il y en a maintenant un peu partout dans le monde qui sont engagés dans cette démarche d'autonomie. Parce qu'il y a vraiment énormément d'avantages, des avantages pour l'environnement, mais aussi des avantages économiques en matière de développement économique, de réussite économique, de stabilité économique. Et sanitaire. Et aujourd'hui, oui, avec la crise sanitaire, ça devient un argument supplémentaire. Sanitaire et santé aussi, parce que tu disais qu'il y avait plus de pollution, en tout cas moins de pollution, il y avait un impact sur l'alimentation, donc il y a vraiment un impact aussi sur la santé. Alors, dans les raisons, il y a la question sanitaire, oui, tout à fait, qui est importante, puisque, pour donner un ordre de grandeur, alors j'ai les chiffres pour la France, je ne les ai pas pour d'autres pays, mais c'est révélateur. Aujourd'hui, les émissions de particules fines liées à nos moteurs diesel génèrent 58 000 décès prématurés dans un État comme la France. Pour donner un ordre d'idée, en France, il y a 600 000 morts par an. Et là, il y en a 58 000 liés aux particules fines, donc liées au diesel. Et la Covid, a priori, aurait fait 30 000 morts. Donc on voit que l'enjeu est particulièrement important aussi au niveau sanitaire. Wow. Et pour arriver à cette transition énergétique, moi, citoyenne ici, qu'est-ce que je peux faire ou comment, c'est quoi nos actions, c'est quoi nos solutions qu'on peut faire pour pouvoir faire cette transition énergétique? Par quoi on commence? Alors la première chose, c'est de se rendre compte qu'on est drogué, accro à l'énergie. Il n'y a pas une seconde de notre vie où on ne consomme pas de l'énergie. Pas une Oh, seconde. sérieux? Même quand je marche, je Bah, consomme de l'énergie? Quand tu marches, tu dépenses de l'énergie à travers les calories que tu brûles. Et ces Ouais. calories que tu as brûlées, il va falloir que tu les reconsommes. Donc, il va falloir te nourrir. Et donc, il y a toute une filière agricole. Et cette filière agricole, en termes de calories, c'est la troisième émettrice de gaz à effet de serre. Donc, au niveau climatique, environnemental, notre alimentation a un impact très important sur le climat et le changement Ok. climatique. D'accord. Donc, comment je fais alors? Je fais quoi? Alors, concrètement, il faut agir à la fois sur l'habitat, les transports, la nourriture. Dans l'habitat, par exemple, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des passoires énergétiques, c'est-à-dire que nos maisons ont été conçues à des époques, nos bureaux aussi, nos commerces, à une époque où l'énergie était abondante et pas chère. D'accord. Et à partir de maintenant, on sait que l'énergie va être rare et de plus en plus chère. Donc, si on veut pouvoir rentrer dans la transition, il faut respecter ce que Amaury Lovins a mis en avant, c'est-à-dire le principe des négawatts, c'est-à-dire arrêter de gaspiller de l'énergie, être D'accord. sobre et efficace dans nos consommations d'énergie. Et c'est là que le plus gros gisement existe. Moi, tiens, un exemple tout simple, quand j'ai rénové ma maison, j'ai divisé par 5 la consommation d'énergie. Ok. Donc, on y va quand on construit, quand on rénove, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ça? Alors aujourd'hui, la réglementation pour la construction est de plus en plus stricte et demande à ce qu'on soit de plus en plus économe, mais l'essentiel de notre consommation d'énergie dans l'habitat se fait dans l'ancien. Il y a plus de 90% de l'habitat actuel et des bâtiments actuels qui sont des passoires thermiques. Donc la chose la plus importante, c'est de faire attention au moment où on va les rénover. C'est Ok. au moment où on les rénove qu'il ne faut pas rater ce moment-là et qu'il faut vraiment être ambitieux et que, je dirais, les pouvoirs publics soutiennent les gens quand ils rénovent leur maison de façon à passer d'une passoire à une maison à énergie positive. On dit une maison qui consomme très peu et qui produise également son énergie. Et ça, c'est un des enjeux des TEPOS soutenus par les territoires engagés. Oui, Faire parce en que sorte que le maximum de maisons soit le plus proche de l'autonomie énergétique. ben, tu disais aussi parce que les maisons, c'est un pourcentage important de notre consommation d'énergie. Alors, en termes de consommation d'énergie, État par État, le niveau de consommation varie en fonction du climat, des États et des régions. Mais c'est le premier poste de consommation d'énergie, c'est le bâtiment, nos habitations, nos commerces, nos bureaux. Et sur un pays comme la France, c'est 46% de la consommation d'énergie finale. Donc, c'est vraiment un très gros poste. Par contre, dans un pays comme la France, et c'est la même chose au Québec,
les émissions de gaz à effet de serre liées à notre habitat sont beaucoup plus faibles. En France, parce qu'on a l'énergie nucléaire, au Québec, parce qu'on a Hydro-Québec, qui sont deux façons de faire de l'électricité décarbonée. Okay. Donc, de ce côté-là, on est plutôt des bons exemples, hein, mais à l'échelle planétaire, c'est pas le cas du tout. Donc, on agit sur notre maison. Ensuite, on agit sur quoi? Nos transports. Alors, Les transports, OK. c'est le deuxième poste. C'est le deuxième poste de Ouais. consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Donc, ça veut dire que quand on parle de transport, c'est transport au quotidien pour aller au boulot, transport pour aller en vacances, transport de nos marchandises. Donc, il faut repenser tous ces transports. Pour revenir à des logiques locales pour limiter ces transports. Donc, repenser nos stratégies d'implantation. C'est-à-dire, je vais habiter le plus près possible de mon lieu de travail. D'accord, OK. Ah, intéressant. Ouais. Donc, concrètement, il vaut mieux revenir habiter en ville que d'aller habiter en périphérie dans un pavillon. Oh, d'accord, bon point, parfait. Alors là, j'espère que… Ça me rappelle des souvenirs, hein, c'est mon sujet de thèse. Ma thèse a porté justement sur la périurbanisation, l'étalement urbain. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont en banlieue et qu'ils disent, OK, oui, les maisons sont moins chères, mais finalement, ils polluent plus que ceux qui sont en ville. C'est exactement ce qu'a révélé la crise des Gilets jaunes en France. C'est-à-dire que concrètement, ces gens qui vont en périphérie le vont en imaginant qu'ils vont trouver la campagne, la verdure, la tranquillité, l'espace pas cher. Une fois qu'ils y vivent, ils se rendent compte qu'il n'y a pas les services, qu'il faut prendre la voiture tout le temps et qu'au final, le budget essence n'avait pas été calculé comme il fallait. Et au final, ça leur coûte extrêmement cher. D'accord, OK. Donc, pour les transports, repenser sa stratégie d'implantation. Pardon? Oui, c'est ce qu'on appelle, on parle de repenser sa stratégie d'implantation. C'est vrai pour les Oui. particuliers, c'est vrai pour les entreprises aussi. D'accord, ouais. Et ça veut dire aussi au niveau urbain que les villes, les collectivités organisent un système de transport collectif efficace en milieu urbain. Oui. Et ça, c'est une vraie petite révolution. Ça a existé. Il faut savoir qu'en 1900, aux États-Unis, il y avait 35 000 km de tramway en milieu urbain. Ils ont été détruits au cours du XXe siècle et remplacés par la voiture. Le problème, c'est que la voiture, eh bien, dans une voiture, il y a souvent qu'une seule personne avec 1,5 tonnes. Et donc, en termes d'efficacité énergétique, c'est très peu efficace une voiture. C'est-à-dire qu'il faut déplacer une masse considérable pour une seule personne. Donc, ça va consommer énormément d'énergie. Oui, puis toi, ce que tu me disais aussi, c'est que c'est pas parce qu'on va passer à la voiture électrique que c'est pour toi, c'est pas la solution. La voiture électrique, c'est pour moi une solution à la marge, c'est-à-dire qu'elle va concerner 10 à 15% du parc automobile actuel. Mais l'essentiel du parc automobile, pour moi, va disparaître en grande partie, parce que les villes vont avoir des alternatives en matière de transport qui vont être beaucoup plus efficaces que ce qu'on connaît jusqu'à présent. Je travaille actuellement avec des collègues à Nancy sur un projet de mobilité urbaine qui s'appelle Urban Loop, qui nous permet par exemple de diviser par 20 en ville. Wow. Donc là, en termes d'efficacité énergétique, c'est colossal. Et ça permet en plus de multiplier par 5 ou 6 la vitesse de déplacement en ville. Donc, aller beaucoup plus vite en consommant 20 fois moins d'énergie, c'est une vraie révolution, c'est une innovation de rupture. Et aujourd'hui, on en est à ce stade, c'est-à-dire à repenser complètement la ville, l'organisation du transport. Puis tu disais aussi, donc, tout ce qui est transport de marchandises, acheter plus local aussi. Oui. Alors ça, c'est l'autre aspect, c'est que si on veut économiser et réduire notre empreinte carbone et nos émissions de gaz à effet de serre liées à nos transports, eh bien, il faut revenir à une consommation locale. Alors, pour consommer local, il y a plusieurs façons de faire. On peut aller chez l'épicier du coin à condition que lui-même se fournisse localement. Et pour encourager ces démarches, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on voit émerger en Europe, mais pas qu'en Europe, aussi dans d'autres États du monde, des monnaies locales, qui sont des monnaies locales complémentaires, qui ont un cahier des charges qui font qu'elles ne peuvent être échangées que sur un petit périmètre autour d'une ville, avec des acteurs économiques qui respectent une cahier des charges dans lequel
ils vont veiller à la qualité de leurs produits, mais aussi aux courtes distances parcourues par leurs produits. Donc, c'est Ça, comme tu disais, c'est une monnaie complémentaire. C'est pas, ça remplace pas la monnaie qu'on a. non, 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 ça la remplace. On échange la monnaie dont on dispose contre cette monnaie-là. Par exemple, nous, à Nancy, on a le florin qui a vu le jour il y a quelques années. Donc, je vais échanger un florin contre 1 euro. OK. Et seuls les commerçants artisans locaux acceptent le florin. Donc, je peux acheter que des produits locaux avec mes florins et rien d'autre. Oh, OK, super intéressant. Qui nous mène justement à une aussi des solutions que tu as nommées dès le début, l'alimentation. Alors, au niveau alimentation, là aussi, actuellement, on a un système alimentaire, agroalimentaire qui est extrêmement carboné. Mhm. C'est-à-dire que pour une calorie alimentaire consommée, il faut 17 à 18 calories fossiles pour pouvoir la Oh, produire et nous l'apporter jusqu'à la maison. Donc, c'est pas sérieux? très efficace, hein. Ah non, ouais, on est loin, hein? Oui, C'est quelque, ça fait réfléchir ces chiffres-là. c'est quelque chose qu'on nous vante comme étant un progrès extraordinaire. Ouais. Oui, c'est un progrès parce que ça a permis de réduire la main-d'œuvre et donc de réduire les coûts, mais la main-d'œuvre qu'on a supprimée, on l'a remplacée par une énergie fossile. Or, cette énergie fossile, elle devient raréfaire, donc il va falloir imaginer autre chose. Et aujourd'hui, en termes d'alimentation, il y a d'autres modèles autour de la permaculture qui se développent avec des rendements énergétiques radicalement extraordinaires par rapport à ceux-ci. OK. Un exemple en France s'appelle la ferme du Bec et Loin, qui est en Normandie. Oui. Et dans cet exemple-là, l'INRA les suit depuis plusieurs années et ils ont montré qu'avec 1 calorie introduite d'énergie humaine, eh bien, ils restituent 1,8 à 2 calories alimentaires. Donc on a un système Et, qui ouais, génère plus d'énergie parce qu'il va capter l'énergie du soleil et l'énergie du sol, ouais. pour pouvoir le restituer sous forme de légumes. Donc là, on a, en termes d'efficacité énergétique, on a un modèle radicalement performant qui est encourageant parce que celui-ci, il est naturel, il est renouvelable, il est durable. C'est incroyable. Donc ça, c'est comme produire. Est-ce qu'on a aussi sur notre façon de manger, est-ce qu'on aurait des choses, est-ce que moi, en tant que citoyenne de la planète, j'aurais aussi à revoir ma façon de manger? Nous tous, en effet, Ah ouais? aujourd'hui, on a une alimentation qui est hyper carbonée, c'est-à-dire que on mange énormément de céréales, de viande, de produits carnés, donc de produits laitiers, Ouais, pas assez de fruits et légumes. Donc, si d'accord. on va voir nos médecins ou nos diététiciens, ils nous diront de manger plus de fruits et légumes et un peu moins de viande, de produits laitiers et de céréales. Il n'est pas question de devenir vegan ou végétarien, hein, juste de rééquilibrer la part de chacun. Hmm. Et en rééquilibrant la part de chacun, eh bien là, on a un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre parce que on aura moins de parcs, moins de prairies, moins d'animaux. Un aspect important dans la lutte contre le changement climatique, c'est que nos animaux sont de gros émetteurs de gaz à effet de serre. Oui, ça, c'est, ils disaient les énormes fermes aux États-Unis, là, c'est énorme. Donc, ouais, donc ça a un impact, ça va avoir un impact donc sur le climat. Et si on mange plus de fruits et légumes, puis on va dire, ça va avoir, je reviens avec ma santé, en même temps, ça a un impact sur la santé obligatoirement. Tout à fait. En fait, notre organisme aujourd'hui, on le sait de mieux en mieux, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de fruits et légumes que ce que l'on mange aujourd'hui et on mange beaucoup trop de viande ou de produits laitiers. On pourrait Ouais. diviser par 3 ou 4 les consommations de viande et de produits laitiers et notre santé s'en porterait mieux. Euh, alors bien entendu, on imagine bien que quand je dis voilà diviser par 2 ou 3 ou 4 nos consommations Mm. hebdomadaires de viande, ça veut dire concrètement que le marchand de viande va en vendre 3 à 4 fois moins et que le producteur va en produire 3 à 4 fois moins. Donc ça Aïe, aïe. change. Oui, c'est toute la chaîne, effectivement. Puis si je veux, moi, agir, j'agis sur quoi? Tu sais, tu me parlais qu'il y avait plusieurs façons d'agir. Comment je peux agir? Donc, je peux agir sur acheter local, changer mon type d'alimentation, changer mon type de transport, changer mon type de construction ou de rénovation. Et je fais quoi d'autre? Alors en tant qu'individu, le premier acte, je dirais éco-citoyen, c'est de faire attention à chaque fois qu'on dépense notre argent. D'accord. Chaque dollar au Canada, chaque euro en France,
est un bulletin de vote. C'est un choix du modèle économique que l'on veut. Et alors, bien sûr, on va me dire, oui, mais ça coûte cher. Si on veut changer, par exemple, notre alimentation en mangeant plus de fruits et légumes, il est vrai, il y a une étude qui a été faite par ATD Quart Monde et qui a montré que les calories les plus chères sont les fruits et légumes. Ce n'est pas le poisson, ce n'est pas la viande. C'est les fruits et légumes. C'est les fruits et légumes. Et donc, manger des fruits et légumes, aujourd'hui, bah oui, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc là, on peut avoir une stratégie au niveau des collectivités locales pour relocaliser les fruits et légumes dans les ceintures maraîchères, de plus en plus urbain. Il y a de plus en plus de villes qui ont entamé cette procédure de recréer une ceinture maraîchère comme il y avait il y a un siècle. On n'invente pas, on redécouvre quelque chose qui fonctionnait et qui permettrait, comme cela, d'avoir du circuit court, de la vente directe, locale, et qui permet à des maraîchers, des agriculteurs locaux d'avoir une rentabilité économique, d'avoir des débouchés qui sont assurés, de fournir des produits sains et d'avoir des clients finalement qui sont heureux. Alors, tu demandais comment agir. En tant que particulier, mais on peut rentrer dans des AMAP, on peut rentrer c'est quoi ça, des AMAP? Des associations pour une agriculture paysanne. D'accord. Ce sont des gens qui se regroupent et puis qui vont acheter directement, passer un accord avec les paysans proches d'eux pour leur acheter tous les semaines un panier de fruits et légumes. Donc, ça s'appelle ça. Ouais, c'est un bon moyen efficace. Le paysan, il a déjà vendu une partie de sa récolte, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc ça, c'est d'être direct avec, donc direct le producteur. Mais il y a aussi, tu parlais aussi de tout, puis quand on échangeait, tout l'investissement politique, en tout cas, tu sais, je veux dire, pour avoir des impacts sur la réglementation, parce que ça va faire partie de ça aussi. Je veux dire, il n'y a pas juste moi en tant que citoyenne qui je peux acheter local, tout ça. En même temps, il y a aussi un investissement politique, il y a des réglementations, il y a une planification qui doit se faire à plus haute échelle. Alors ça, c'est important parce que la démarche TEPO, c'est une démarche sur le long terme. On rentre dans une logique d'aménagement et de développement sur des projets à 20, 30 ans. D'accord. Et aujourd'hui, on est dans une urgence climatique où on nous dit qu'il nous reste 10, 15 ans. Donc là, on voit le décalage qu'il y a entre la stratégie d'aménagement qui est longue, la stratégie du politique qui est lente, et puis l'urgence dans laquelle il faut agir. Et le politique a un rôle important. D'ailleurs, les dernières élections françaises municipales ont montré une poussée forte des Verts qui vont aller dans ce sens, de se dire, voilà, je vais planifier des outils. Donc en France, les outils, c'est le SCOT, le PLU, le SRADEC au niveau régional. Donc, ces outils-là sont des instruments de pilotage, de réglementation, de planification pour aller vers une ambition décarbonée. La France, par exemple, s'est engagée à 2050 à être neutre en carbone, donc à ne plus émettre de gaz à effet de serre. Est-ce que pour l'instant, la plupart qui se sont engagés, le respect n'est pas vraiment là. Donc, ils ne suivent pas les engagements signés par l'accord de Paris en 2015 à la COP21. Donc, en gros, c'est vraiment investissez-vous aussi, poussez pour cette transformation énergétique. Écoute, vraiment, Vincent, ce que je retiens, donc mes actions que moi je peux faire pour cette transformation énergétique que tu dis qui finalement qui est meilleure, si on reprend l'exemple en Autriche qui est vraiment intéressant. Donc, c'est comme au niveau de ma maison, enlever tout le gaspillage. Quand je rénove, faire attention à comment je rénove. Au niveau de mon transport, faire attention à ce que je prends la voiture tout le temps ou autre. Est-ce qu'il y a un transport alternatif que je pourrais utiliser? Est-ce que je peux m'impliquer aussi dans en tout cas dans ma ville ou dans ma municipalité pour avoir des transports autres que, ou peut-être prendre des gens avec moi dans la voiture, éviter d'être tout seul dans l'auto. J'entends aussi au niveau pour les transports de marchandises, acheter plus local qui va avoir un impact aussi sur l'alimentation. Donc, vraiment, ça fait double impact. Donc, mon alimentation aussi, donc, faire attention à manger moins de viande, à manger moins de céréales, utiliser le lait aussi, tout ce qui est peut-être aussi, donc, à manger, donc, en gros, plus de fruits et légumes. Faire attention que ces fruits et légumes soient locaux. Et puis, on va dire même, peut-être, je rajouterais ma petite saisonnière aussi, je veux dire, parce que, manger des bananes, je veux dire, nous, au Québec, il n'y a pas de production de bananes, je veux dire, ça ne fonctionne pas. Elle vient certainement d'ailleurs. Puis en même temps, je me permets juste de faire une petite aparté, mais tu sais, on a eu un article de journal il n'y a pas longtemps, c'est que les pommes, on en produit au Québec,
Puis il y a des gens qui ont été à l'épicerie, puis ils voient que des pommes, il y en a qui viennent d'ailleurs qu'au Québec. Alors, c'est complètement assez impressionnant. Et donc, d'agir aussi en fonction de ce que j'achète, ça a un impact. C'est comme un bulletin de vote. Peut-être voir aussi au niveau tu parlais de la monnaie locale qui est complémentaire, qui pourrait être une bonne chose aussi. Et puis, m'impliquer et pousser, en tout cas, ces différentes actions. Je résume ta pensée, c'est ça? C'est très bien résumé. Parfait. La difficulté du sujet, c'est qu'il est extrêmement vaste. Moi, ça fait Oui. 20 ans que je travaille dessus. Je fais à peu près 600 heures de cours sur le sujet. Donc, les résumer en quelques minutes, c'est pas facile. Mais bon, Tu as très bien fait forcément, ça. beaucoup de gens vont se dire, tiens, mais attends, c'est facile à dire, comment on fait? Ça prend du temps. Et il faut se creuser la tête, chercher territoire par territoire. Et j'accompagne certains territoires, justement, qui sont engagés dans cette démarche. Tu pourras mettre sous la vidéo justement le territoire d'Épinal Cœur des Vosges avec lequel j'ai travaillé et j'ai fait 2 petits guides à destination des élus avec une formation, un cycle de conférences pour expliquer comment faire du point de vue réglementaire et du point de vue de la planification pour aller dans cette démarche. C'est sûr que la planification, ce que tu disais pour cette autonomie-là, ce TEPOS-là, c'est que c'est aussi, chaque territoire, en tout cas chaque endroit a sa particularité et donc il n'y a pas une solution pour la planète entière, c'est juste de regarder soi. C'est juste aussi ce que j'entends, c'est planifier, donc c'est 20-30 ans. Donc c'est maintenant, il y a comme une urgence, il y a moi, je peux faire des choses, il y a des planifications qu'on peut faire à plus haut lieu, on va dire. En même temps, si moi je pousse, ben, peut-être que ça va avoir des impacts. Et en même temps, ce que j'entends aussi, ben, ce n'est pas résumé en 15 minutes qu'on va changer des choses. En même temps, ça donne une information, puis les gens vont pouvoir aller voir c'est quoi tes formations pour pouvoir pousser plus loin ces informations-là. Je te remercie beaucoup. On va penser la transition énergétique pour avoir un monde meilleur. Et il faut la penser en se disant que non seulement c'est possible, c'est-à-dire que la nature nous offre beaucoup plus que ce dont on a besoin, qu'aujourd'hui la technologie est disponible pour pouvoir faire et qu'il n'y a plus qu'à décider. Parfait. Alors, décidons. Voilà. Merci.